disponible. Et c'est en ça que la cryptographie me passionne et m'intéresse, c'est qu'elle est pour moi, elle représente un changement de paradigme. Ce qui m'intéresse dans le monde de la crypto, c'est que la notion de confiance n'a plus aucun intérêt. La confiance, c'est un truc insupportable. Vous donnez votre confiance, vous êtes trahi, vous êtes déçu, puis quand vous y réfléchissez un peu, qui peut vous décevoir à part les gens que vous aimez? Donc en plus, c'est terrible. Parce qu'en général, les gens que vous n'aimez pas, de toute façon, vous ne leur faites pas confiance. Donc la confiance, c'est un très très mauvais outil business. C'est un outil business qui existe simplement parce qu'on n'a pas accès à l'information. Ce que la blockchain a fondamentalement changé et a permis de changer, c'est qu'elle permet aux gens d'avoir un accès direct à l'information, de façon transparente, de façon autonome. Et ce qui est extraordinaire avec ça, c'est qu'on est capable de voir très vite les comportements des gens et de savoir si ces comportements sont légitimes ou pas. On l'a vu avec les NFT, à peu près tous les mecs qui ont essayé de wash trader des NFT se sont fait prendre la main dans le sac par des hackers. Et ça, c'était incroyable comme phénomène. C'est-à-dire que d'un côté, des gens pensaient pouvoir tromper les gens, et de l'autre côté, des gens encore plus sophistiqués pouvaient aller contrôler alors qu'ils n'avaient aucune autre raison de le faire que l'amour de l'information ou l'amour de la vérité. Et c'est cette force-là aujourd'hui qui est complètement sous-exploitée par le monde de la crypto. Et pour des raisons de greed très simples, de cupidité. Pourquoi FTX est une plateforme centralisée? Parce qu'elle a besoin de parler au régulateur et que le régulateur a besoin de comprendre un modèle dans lequel il se sent à l'aise. Un modèle qui vient du monde de la finance traditionnelle. Mais la crypto ne perdurera pas et la crypto n'atteindra pas son plein potentiel si elle ne change pas radicalement de paradigme. Et de ce point de vue-là, la première chose que vous pouvez faire tous dans cette pièce, c'est d'avoir un critère très simple quand vous évaluez un projet cryptographique, c'est de vous demander à quel point il est transparent et à quel point l'information est disponible. Est-ce que cette information est fondée sur la confiance que vous avez dans l'institution, les dirigeants, le marketing, la social proof? Donc à peu près tous les trucs qui de toute façon sont manipulables, complètement orchestrables, sur lesquels on peut avoir des désalignements d'intérêts? Ou est-ce que votre confiance, elle est fondée sur le code, sur ce que vous lisez, sur les white papers, et sur l'information publique et vérifiable que vous avez? Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ça met une barrière à l'entrée. C'est pour ça que la cryptographie, ce n'est pas un investissement qui est possible quand on est un amateur. Très souvent, je vois ces chaînes YouTube qui promettent aux gens de devenir riches en investissant dans les cryptos. Alors, elles sont légales pour la plupart, elles ont le droit de donner de l'information, mais finalement, elles ont ça de tragique qu'elles ne donnent jamais aux gens la méthode et la courbe d'apprentissage, parce que la plupart des gens veulent simplement gagner de l'argent rapidement. Ils ne veulent pas apprendre le chemin. Or, dans la cryptographie et dans le monde des cryptos, la barrière à l'entrée est assez élevée. Vous pouvez pas, moi par exemple, avant de faire mon premier investissement en crypto, j'ai mis 2 ans. Et vraiment, je me suis jamais senti aussi humblement con que quand j'ai commencé à lire tout ça. Pourquoi? Parce que ça demande énormément de travail, ça demande énormément d'investissement. Mais la seule façon de faire cet investissement correctement, c'est de passer par ce chemin et d'apprendre les savoirs. Est-ce que par exemple, si quelqu'un venait vous voir et vous dit « Je rêve d'être peintre, mais je ne sais pas peindre. Donc j'ai trouvé un stagiaire pour faire mes peintures et puis c'est moi qui irai les vendre. » Imaginez que quelqu'un vienne vous dire ça, vous vous dites quoi? Vous dites ça ne va pas marcher. Normalement. Si là, dans cette pièce, il y a des gens qui disent que ça peut marcher, arrêtez la crypto. Tout de suite. Pourtant, dans le monde de la crypto, on trouve ça tout à fait normal d'écouter une astuce ou un tips de quelqu'un. Ouais, achète ce coin, ça va monter. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des gens qui vendent des cryptos, ils auraient pu vendre de la drogue. Ils auraient eu à peu près le même résultat, ça monte très vite et quand ça descend, ça fait mal. Ne prenez pas de drogue, les enfants. Non, c'est bon. Alors,
Moi, la question que je vous pose, et c'est une question honnêtement que je vous pose à cœur ouvert, lequel des deux est la plus grande crapule? Celui qui a recommandé la crypto ou celui qui l'a acheté? Par exemple, il y a très peu de temps, il y a eu le crash de Terra. Terra, c'est une crypto qui m'a fasciné parce que c'est la première crypto que j'ai shortée. J'ai lu le white paper, je me suis dit c'est des débiles, et je l'ai shorté. Les gens ont commencé à voir leur Terra tomber, et j'ai commencé à voir sur Twitter des gens dire qu'ils avaient perdu toutes les économies de leur vie. Et je vais vous le dire sincèrement, je n'ai aucune bienveillance envers ces gens. Aucune. Vous investissez dans un projet comme Terra, vous mettez de l'argent, ça monte à des millions. Vous ne me vendez pas par cupidité parce que vous pensez que ça va encore aller plus haut, et encore aller plus haut, et encore aller plus haut. Et vous finissez ruiné. Vous êtes juste un cupide abruti qui mérite sa leçon. Et je pense qu'on vit dans un monde où dire aux gens qui méritent la leçon qu'ils prennent est un message de moins en moins entendable. Donc, dans la chute de Terra, on a été voir le régulateur, on a été voir la police, on a émis un mandat Interpol contre le fondateur de Terra, et on a dit à tous ces pauvres gens, vous avez été manipulés, vous avez été trompés. On vous a dit que ça allait monter au ciel, et en fait, ça n'a pas eu lieu. Donc cette promesse que normalement vous n'auriez pas dû croire si vous étiez des citoyens à peu près sensés, et maintenant qu'on vous a menti là-dessus, et de façon complexe, on va venir et trouver un coupable, et le punir, pour que tous, collectivement, on se sente beaucoup mieux. Mais on ne va pas se sentir beaucoup mieux, parce qu'après, il y a le mec de SBF. Alors maintenant, le mec de Terra, il va en ligne donner des leçons sur le mec de SBF. Parce que la décence n'a aucune limite dans ce monde. Et puis ensuite, il y a le mec de SBF qui va bientôt donner des leçons sur Donald Trump. Vous allez voir, je le sens venir à 400 km, cette histoire. Et puis, comme ça, on repasse d'un cycle à un autre cycle à un autre cycle. Pourtant, la responsabilité individuelle des porteurs et des investisseurs, c'est quelque chose de réel. Il y a eu les mêmes problèmes en bourse dans les années 20 aux États-Unis. Les gens achetaient des actions s'écroulaient, ils pleuraient, ils allaient voir les autorités, on mettait les banquiers en prison. Puis à un moment, les banquiers, quand même pas trop idiots, ils ont créé un concept en 1929 qui s'appelle l'investisseur sophistiqué, disant que les seuls gens qui ont le droit d'acheter des actions d'entreprises privées et des actions qui ne sont pas listées sont des gens qui ont plus d'1 million de dollars sur leur compte. Et pendant ce temps-là, les régulateurs, entre 1960 et nos jours, n'ont fait que rendre de plus en plus difficile le fait de rentrer en bourse. Ce qui fait que si, par exemple, votre grand-père avait acheté des actions Apple et qu'il avait mis 1 000 dollars en actions Apple, au bout de 30 ans, il avait des dizaines de millions de dollars. Alors que si votre père a acheté des actions Facebook, il n'a que des centaines de milliers de dollars. Et si aujourd'hui vous achetez des actions d'une start-up, vous les achetez tellement tard que si vous faites un x2 ou un x3, c'est déjà très bien. Pour protéger les citoyens lambda des décisions personnelles d'investissement, on a laissé une caste s'enrichir dans les sociétés privées et les start-up. Et on a laissé cette caste gagner de l'argent envers et contre tous, sous prétexte que certaines personnes mettaient de l'argent de leur plein gré dans des sociétés qui faisaient faillite. Et comme ils n'avaient aucune sophistication et aucune compréhension de ce qui se passait, décidaient d'aller voir les autorités, et les autorités étaient toujours du côté de ces gens-là, parce que c'est les petites victimes. Alors, je vais vous demander un exercice un peu difficile, d'avoir un peu d'empathie pour les riches et les puissants, et de comprendre en fait que tous dans cette salle, vous êtes des adultes responsables, et que lorsque vous prenez une décision, et que cette décision est fondée sur des informations de marketing, de séduction, etc., vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même d'y avoir cru. De la même façon que si quelqu'un vous séduit pour coucher avec vous sur des arguments fallacieux, vous ne pouvez pas aller vous plaindre le lendemain en découvrant qu'en fait il avait une perruque. Il n'y a pas de crime pénal pour ça. Il ne devrait pas y avoir de crime dans les cas où l'investissement
est donné sur la base d'informations publiques. Et c'est pour ça que le sujet repose beaucoup plus sur l'éducation des gens qui investissent et leur capacité à investir, et le chemin par lequel ils passent avant de prendre la moindre décision d'investissement, plutôt que de demander à ce que tous les projets soient vérifiés par une autorité qui, de toute façon, n'a pas les compétences de le faire et qui pourrait filtrer certains projets. Et de ce point de vue-là, le monde des cryptos est un monde exceptionnel. C'est un monde dans lequel on peut réécrire des redistributions de richesses. Il va se passer des choses dans les cryptos dans les 10 prochaines années qui ne se passeront dans aucun autre monde de l'économie, tout simplement parce que c'est un espace un peu de liberté et d'expérimentation. Et cet espace de liberté et d'expérimentation, il repose justement sur un paradigme qui est extraordinaire, c'est que l'information est disponible, transparente et vérifiable. Et donc, c'est notre responsabilité à tous de fonder nos décisions sur cette information et pas sur autre chose. Et de ce point de vue-là, les usages crypto, il va y en avoir dans le paiement, comme la start-up qui nous invite aujourd'hui. Il va y en avoir dans la sécurité, il va y en avoir dans la gouvernance, il va y en avoir dans la tokenisation, c'est-à-dire la transformation de certains assets en assets plus liquides. Il va y en avoir dans à peu près tous les sujets et toutes les startups. Je pense que l'erreur, et ça c'est un point très important, c'est que le Web 3, et de ce point de vue-là, il porte un très 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 mauvais nom, n'est pas un Web 2 amélioré. Vous savez, souvent quand on pense version 1, version 2, version 3, on espère avoir des améliorations, et on n'aurait pas dû l'appeler le Web 3, on aurait dû l'appeler, je sais pas, enfin, de toute façon, j'ai pas de meilleure idée, alors on va l'appeler Web 3, mais le problème, c'est que quand on dit Web 3, on a l'impression que c'est une autre version du Web 2, mais moi, je ne pense pas que les entreprises du Web 3 seront des entreprises du Web 2 améliorées. Par exemple, je prends un pari avec vous là aujourd'hui, il n'y aura jamais de Facebook décentralisé. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Il n'y aura jamais de Twitter dans la blockchain. Ça, il faut vraiment être SBF pour raconter des conneries pareilles. Pourquoi? Parce que la blockchain, ce n'est pas une avancée en termes d'efficacité et de scalabilité. Ce n'est pas une avancée technologique qui permet de faire des choses qui étaient lentes et de les faire plus rapides. Et la quantité de données qu'on a besoin dans la plupart des services centralisés est justifiée par leur centralisation. Il ne faut pas oublier que qui dit centralisation dit rapidité, efficacité, et que cette efficacité, c'est quelque chose dont la plupart des services ont besoin. Non, le Web 3 est intéressant dans le sens où il permet de faire des choses qui étaient inimaginables avant. Et notamment, il permet à des gens de s'aligner en intérêt alors qu'ils ne se faisaient pas confiance. Par exemple, moi, je vais vous raconter le premier usage de cryptographie sur lequel je suis tombé et j'ai compris que ça avait de l'intérêt. C'est des cousins qui ont commencé à acheter des Ethers dans les années 2016-2017 pour faire des contrats pour acheter et vendre du sucre. Alors, cas très classique, pays émergents, Ouganda, des gens avec des noms chiites, donc compte en USD, vous oubliez. Donc, bancarisation très compliquée aux États-Unis, besoin de faire du commerce à l'international, et aucun d'eux ne peut se faire confiance. Pourquoi? Parce que l'histoire classique, c'est qu'il y en a un d'entre eux qui arrive à ouvrir un compte en USD, il prend l'argent de tous, puis un jour, ça le casse les pieds de gagner 4% par transaction, il se dit que franchement, garder 100% et disparaître, c'est plus sympa. Et donc, en général, au bout de 2-3 opérations, les types disparaissaient avec l'argent, avec la caisse, après c'est compliqué, il fallait les retrouver et tout, ils commençaient à être fatigués. Et un jour, ils ont entendu parler de l'Ether. Et ils ont entendu parler des smart contracts. Et donc, ils ont découvert qu'il était possible de passer des contrats dont le settlement était objectivable par un événement et que cet événement déclenchait le paiement sans que personne ne puisse voler l'argent en attendant ce paiement. Bon, à part les hackers, parce que le contrat était mal rédigé, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et donc, ils ont commencé à faire des contrats comme ça. Et ce qui est intéressant dans leur cas, c'est qu'ils ont permis de développer des pans de commerce qui, avant, n'étaient pas développés parce que c'était très dur d'avoir de la confiance.
Et vous voyez l'absence de confiance, qui est quelque chose que quand on le dit, on dit les cryptos c'est un monde génial puisqu'il n'y a plus besoin de se faire confiance. Les gens se disent oh c'est horrible, ce monde inhumain. Non, c'est actuellement en fait un monde plein d'opportunités. Parce que la confiance, c'est un sentiment tellement dur à avoir dans le cerveau que ça crée le racisme, ça crée le repli sur soi, ça crée le tribalisme, ça crée des choses qui font que, comme on n'arrive pas à évaluer autrui, eh ben on se coupe d'énormément d'opportunités. Et de ce point de vue-là, le pouvoir de la crypto est extraordinaire, puisqu'il permet justement à des gens qui ne se font pas confiance. Et alors moi, quand j'ai entendu cette histoire, un été où j'étais avec eux au Liban, ils me racontaient ça. Alors j'avoue que moi, je ne savais même pas ce qu'était Ether à l'époque. Et je me suis dit, ok, c'est quoi tous les sujets où on n'arrive pas à se faire confiance? Et pourtant, si on pouvait se faire confiance, on créerait des entreprises hors du commun. Alors, les NFT, c'est un bon exemple de ça. Parce que les NFT, c'est comment prouver qu'un objet digital est unique. On peut tous faire copy save, mais on aura bientôt tous besoin de se distinguer. Si un jour on vit dans un monde virtuel, il est fort probable qu'on ait envie d'avoir des chaussures de certaines marques, des vêtements de certaines marques, et on a besoin de pouvoir dire aux autres qu'on a ce statut. Donc le statut, c'est un objet qui est tellement facilement réplicable qu'il a besoin d'un tiers de confiance, et la blockchain intervient pour ça. Alors on a eu le grand développement des NFT qui a fini avec un crash, c'était peut-être un peu tôt, mais le case est intéressant. Alors un autre usage de la blockchain qui est en train de cartonner en ce moment, c'est dans la certification et l'authentification de produits du monde réel. Vous achetez une œuvre d'art, une montre, par exemple, j'étais avant-hier avec un type qui fabrique des pianos et qui en a marre de se faire répliquer ses pianos, parce qu'il y a des Chinois, ils font le même piano que lui, avec une faute d'orthographe, et comme c'est un mot allemand, personne ne sait l'écrire. Et donc il disait, les gens ils achètent en croyant que c'est un vrai. D'ailleurs les faux, il me disait que le plus terrible, c'est que les faux en ligne sont vendus le même prix que les vrais, parce que comme les mecs savent vraiment pas l'écrire, le mot, ils finissent toujours par acheter à une lettre près le mauvais. C'est un peu comme si chez vous, vous aviez le Dior au lieu du Dior, et que vous croyez vraiment sincèrement que c'est le vrai parce que vous ne savez pas écrire Dior. Et donc lui, par exemple, il a envie de créer un certificat blockchain où n'importe qui peut prendre le NFT de son piano et vérifier que c'est bien un vrai piano. Vous voyez, ce genre de case, ils sont fascinants parce qu'ils permettent aux gens de créer des usages qui, avant, n'avaient pas sens. Et il y en a des encore plus fous. Par exemple, on a tous un problème avec ces histoires de surveillance, etc. Et pourtant, on a tous besoin de sécurité. Imaginez une blockchain qui surveille les gens plutôt qu'une institution gouvernementale, qui est auditable, transparente, dont on peut savoir quelles décisions ont été prises, c'est plus une boîte noire, mais qui rend un service public mondial. Ça, c'est typiquement des usages à la frontière que la blockchain est en train de mettre en place et de donner aux gens. Et c'est ce genre d'usage qui, moi, m'intéresse en tant qu'entrepreneur et qui sont les plus intéressants dans les cryptos. Et de ce point de vue-là, je pense qu'une des bonnes règles, quand on est un investisseur, c'est de trouver des projets qui nous parlent, dont l'usage sont intéressants. Alors je vais vous donner ma petite astuce secrète pour investir dans les startups. Quand j'ai démarré dans les startups, je pensais que le but du jeu, c'était de savoir quelle startup allait marcher. Donc je passais beaucoup de temps à me dire, est-ce que ça va marcher, pas marcher, est-ce que c'est le bon projet, pas le bon projet, etc. Et alors j'ai eu la chance, moi, très vite d'être traumatisé, parce que j'ai raté plusieurs très gros investissements, dont le plus gros Uber. Ce jour-là, j'ai perdu 8 milliards de dollars. Résultat, là, je suis avec vous un samedi en Seine-Saint-Denis. Je devrais posséder une île avec des cocktails avec des petits chapeaux. Et en fait, ce qui m'avait intrigué dans Uber, c'est que si vous réfléchissez à Uber, c'est une boîte qui ne devrait pas exister.
Uber existe parce que le fondateur d'Uber a fait des choses qui sont impossibles. Point. Alors, au prix d'une éthique à géométrie très variable, tout le monde le reconnaît, mais il n'empêche, aujourd'hui, les taxis, ils sont sympas, ils ont des bouteilles d'eau. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu à Paris, mais les taxis, c'est devenu incroyable à Paris. Pourquoi les taxis sont incroyables? C'est pas parce que d'un seul coup, c'est devenu des gens bien. C'est parce que la pression concurrentielle d'Uber a complètement changé le marché. Et ce qui était intéressant dans Uber, c'est que si vous regardez l'investissement Uber et vous vous dites est-ce que c'est un bon investissement? C'est le pire. C'est méga concurrentiel, c'est méga réglementé, c'est extrêmement dur à scaler, etc. Mais l'équipe Uber a fait l'impossible possible. Et d'ailleurs, ça a beau s'être écroulé en bourse, si j'avais investi au premier tour, même au cours actuel, je serais très 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 riche. Il ne faut pas confondre le fait que des investissements vont des fois un peu trop et que les gens s'excitent un peu trop. Mais quand vous rentrez suffisamment tôt, c'est pas très grave. Et avec Uber, j'ai compris qu'en fait, le but du jeu, c'était pas de savoir qu'est-ce qui ferait qu'un projet ne marcherait pas. C'était de se poser la question inverse. Imaginons que le projet marche, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir? D'accord? Vous prenez la question dans l'autre sens. Vous dites, est-ce que, si le fondateur a raison, est-ce que ça vaut le coup? Et je me suis rendu compte que 90% des startups qui me pitchaient n'avaient aucun intérêt. D'ailleurs, 90% des startups qui me pitchaient, qui étaient les plus probables de réussir, n'avaient aucun intérêt. Parce que la plupart des startups qui avaient l'air d'être faciles à faire étaient en fait fondamentalement inintéressantes. Ce qui fait qu'en tant qu'investisseur, vous avez une valeur asymétrique entre votre investissement et le retour sur investissement, c'est que vous rentriez suffisamment tôt dans un projet dont le potentiel est infini. Et où est l'astuce? Où est le truc? C'est comme vous ne pouvez jamais être sûr que vous avez raison, il faut diversifier. Il ne faut pas faire une start-up, il faut en faire des centaines. Il ne faut pas faire un projet crypto, il faut en faire des dizaines. Mais si vous arrivez à avoir la discipline de regarder les choses qui vous excitent le plus et de créer l'intersection avec les choses qui ont le plus de potentiel, et vous allez investir dans un nombre de projets débiles beaucoup plus élevé qu'autour de vous. Ça, c'est sûr. C'est comme ça que dans la Silicon Valley, ils ont fini par faire un presse-jus pour 500 millions de dollars. Parce que forcément, ça crée des dérives. D'être excité par tout et n'importe quoi, au bout d'un moment, vous finissez toujours par faire des erreurs de jugement. Mais les réussites que vous avez payent largement ces erreurs de jugement. Et donc, cette règle très très importante du monde de l'investissement à risque, c'est que peu importe le nombre d'échecs, ce qui compte, c'est la magnitude des succès. C'est pas grave de vous planter 100 fois, si la fois où vous gagnez plus de 100x. Et c'est cette discipline-là qui est extrêmement dure à avoir, c'est d'avoir un filtre d'hyper-optimisme, mais qui est protégé par une diversification et une discipline de la diversification. La sous-règle cachée de ça, c'est de toujours investir dans tous les projets exactement la même somme. Ne jamais jouer. Si vous vous êtes fixé que votre règle c'était X par projet, vous vous y tenez. Vous y croyez plus que d'habitude, fort probable que vous perdiez votre argent. Ça, c'est une grande blague. À The Family, on a fait 800 investissements et on avait un tableau sur les investissements. On regardait si on y croyait ou pas. Et plus il y avait de gens dans l'équipe qui y croyaient, et plus la boîte se plantait rapidement. Alors, au bout d'un moment, je me suis demandé si on avait embauché que des débiles. Mais en fait, non, ça marchait avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent, ce qui fait le succès d'un projet, c'est des choses qui sont inimaginables au début du projet. Ce n'est qu'en ayant le projet au bout d'un certain temps, après un certain nombre d'épreuves, après un certain nombre de choses, qu'on voit la réalité. Et rétrospectivement, c'est toujours facile de critiquer. Moi, je l'ai vu avec toutes les startups en vue
de The Family qui ont fini par faire faillite, il y a toujours un journaliste pour expliquer que c'était évident que ça allait faire faillite. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. C'est un monde rempli de gens qui adorent commenter, qui sont sur le bas-côté et qui ont des opinions sur à peu près tout. Mais pour vous, pour nous, pour tous les gens qui ont envie de faire quelque chose, l'important, c'est de prendre des risques, mais de suffisamment le faire avec suffisamment de diversité pour pouvoir se protéger de votre propre enthousiasme. Donc que ce soit le projet d'aujourd'hui, le projet de demain ou tous les projets que vous évaluez, retenez ces 5 règles très simples. 1. Investissez dans vous-même avant d'investir dans les autres. Apprenez à lire les white papers, apprenez les concepts de base, apprenez à coder s'il le faut, il n'y a pas d'âge pour apprendre à coder. Tout le monde peut apprendre tout ça en y consacrant suffisamment de temps. Si vous n'êtes pas très doué, vous mettrez plus de temps, mais avec du temps, on finit toujours par tout apprendre. 2. Essayez d'imaginer pourquoi un projet a du potentiel et non pas pourquoi il a des limites. Les limites, tout le monde les voit. Le potentiel, ça demande un entraînement. 3. Faites en sorte de diversifier vos investissements. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. 4. Prenez votre bénéfice en chemin. Si vous avez investi dans Terra et que vous avez des millions et que vous pensez que vous pouvez être encore plus riche parce que vous êtes un génie, tant pis pour vous. Prenez vos bénéfices en chemin, liquidez régulièrement, apprenez à être heureux de ce que vous ne gagnez pas, autant de ce que vous gagnez. Quand vous gagnez de l'argent, vous avez raison. Quand vous en perdez, vous avez tort. Et ce que vous avez tort, c'est la leçon que vous méritez. Tout argent perdu dans la vie, c'est une leçon qui est pricée au montant que vous méritiez cette leçon. C'est un principe très simple dans la vie. Et dernier point, restez confiant. Tombez pas dans le cynisme. Le cynisme, il est self-prophétique. C'est facile de savoir que les autres ont de la chance et pas vous. Ça ne marche pas comme ça. Dans la vie, ce qui compte, c'est de rester optimiste, même dans la tempête, même quand FTX fait faillite. Je pense que cette industrie a de l'avenir. Merci beaucoup.